Salut les compagnons et bienvenue sur ma chaîne. Pour rappel ici, on parle de chantier, de métier du bâtiment, de technique, de matériel et d'histoire de la construction. Alors si toi aussi tu es un passionné du BTP ou simplement un grand curieux, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper sur la chaîne. Dans la dernière vidéo, on avait parlé de ce qu'était justement le BTP en France et dans le monde. Mais on ne peut pas faire une vidéo et une chaîne sur le BTP sans parler d'un des plus grands acteurs en France du BTP. Et tu l'auras compris, on va parler de Bouygues. Jingle. Alors si Bouygues ça te parle, c'est sûrement parce que l'une de ses plus grandes filiales est très connue du grand public. Et il s'agit bien sûr de Bouygues Télécom. Mais avant que Bouygues devienne un des acteurs majeurs de la téléphonie en France, il faut un peu raconter l'histoire de cette entreprise qui a connu une évolution fulgurante. Et cette histoire, elle commence en 1952, quand Francis Bouygues crée l'entreprise Bouygues. Alors il faut resituer un petit peu. En 1952, on sort de la guerre. La France a été ravagée, les industries sont par terre, il y manque énormément de logements. C'est tout naturellement que des grands travaux sont lancés dans des grands ensembles qu'on appellera plus tard des HLM. Il y a également de vastes campagnes pour créer et recréer justement toute une panoplie d'entreprises et donc ce qu'on appellera des bâtiments industriels. Et c'est justement sur ces deux créneaux que l'entreprise Bouygues à l'époque se positionne. Francis Bouygues applique des méthodes révolutionnaires pour l'époque qui feront justement la différence avec son entreprise. Ces méthodes, il va mettre des années à les peaufiner. Il s'agit notamment de l'industrialisation de la préfabrication, mais aussi et surtout, c'est dans la gestion qu'il fera la différence. Il ne laisse rien au hasard. Il tient absolument à tenir les délais pour éviter des pénalités de retard. Il tient également à se faire payer au plus vite et réclame un maximum de rallonge financière. Il place au mieux sa trésorerie. Et pour faire fonctionner cette horlogerie de précision, Bouygues deviendra l'entreprise la mieux informatisée de France. Au début des années 60, avec de grands chantiers au carnet de commandes et déjà près de 1000 salariés, l'entreprise a besoin de plus de capitaux. Francis Bouygues décide de s'associer avec René Augereau. Et désormais, l'entreprise s'appellera Entreprise Francis Bouygues ou EFB. Aux alentours de 1965, elle développe le secteur des travaux publics et du génie civil. Et à cette époque déjà, l'entreprise se fait connaître avec des chantiers de renom, comme le Parc des Princes, le Palais des Congrès à Paris, ou encore l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Et oui, rien que ça. Grâce à la mise au point d'un procédé industriel dit méthode Bouygues, qui a été mis en place spécialement pour la création d'écoles primaires, EFB devient l'un des principaux constructeurs de l'éducation nationale. Au début des années 70, l'entreprise devient Bouygues SA. Elle passe un cap et est introduite en bourse. Les années suivantes, Bouygues débute dans le offshore et notamment construit des plateformes pétrolières. C'est le prémisse de son expansion vers l'international, avec des chantiers colossaux, comme notamment l'université de Riyad, 1,7 milliard de dollars et 13 000 employés. Je vous laisse à peu près imaginer ce que ça peut être, surtout pour l'époque. On parle également de 7 barrages en Irak, 6 centrales thermiques au Nigeria. Et à l'époque déjà, l'entreprise Bouygues réalise 44% de son chiffre d'affaires à l'international. Mais en fait, cette expansion, pour bien la comprendre, elle débute surtout dans les années 80, au moment où la société commence aussi à se diversifier. Quand je dis diversifier, ce n'est pas que dans les techniques de construction, mais plutôt par le rachat d'entreprises qui sont issues d'autres secteurs d'activité que celui de la construction. Et cette diversification, justement, elle passe d'abord par la prise de contrôle en 1984 de l'entreprise SOR, un des principaux groupes de distribution à l'époque, de distribution d'eau. Et en 1987, le gouvernement français souhaite privatiser une de ses chaînes. Vous l'aurez compris, Bouygues se positionne et achète TF1. Il y aura également d'autres rachats, mais on ne va pas s'attarder sur ce sujet. Dans le fait, pour bien comprendre les décisions stratégiques qui ont amené Bouygues à grossir de cette manière, il faut se retourner légèrement en arrière. Car cette diversification, elle est accélérée sous l'impulsion d'un homme. Et cet homme, c'est Martin Bouygues. Martin Bouygues, c'est le benjamin des 4 enfants de Francis et Monique Bouygues. Fait étonnant, s'il va plus tard devenir millionnaire, multimillionnaire même, il n'a que le bac en poche. Bon après, il faut se remettre dans le contexte, son père est l'une des plus grosses fortunes de France. C'est sûr, ça aide pour commencer dans la vie. Mais c'est bien lui que son père choisira quelques années plus tard pour être le PDG de l'entreprise et non son frère, pourtant diplômé de la prestigieuse école de Centrale Paris, comme le père Francis et le grand-père Georges. Ah, les histoires de famille, décidément, ça n'épargne personne. Mais bon, Martin n'a pas non plus volé sa place. Justement, il entre dans l'entreprise en 1974, en qualité de conducteur de travaux, avant d'exercer également des fonctions à la direction commerciale. En 1978, il fonde la société Maison Bouygues, qui est spécialisée dans la vente de maisons individuelles, pour concurrencer les maisons Phoenix par exemple. Et en 1982, il devient administrateur de Bouygues. Et c'est là qu'en 1984, il participe à l'acquisition de la société de distribution d'eau SOR,
et de la diversification du groupe. Dans le milieu des années 90, les 30 Glorieuses sont loin et la crise pétrolière de 1970 a eu de nombreux impacts sur le secteur du BTP. À vrai dire, sur tous les secteurs à l'époque. Par effet boule de neige, il y a moins de marchés publics et entre 1990 et 1995, le nombre de marchés publics décroche fortement et les groupes de travaux publics doivent désormais affronter une chute de commandes sans précédent. Et même si leur taille leur ont permis de résister plus longtemps, la crise finit par avoir des répercussions sur les résultats de l'entreprise. Le PDG de Colas dira justement « L'âge d'or du BTP est terminé et il est temps de rationaliser nos structures ». Et il a tout à fait raison dans cette époque difficile. Après de nombreux échecs justement, Bouygues parvient à racheter Screg, qui était longtemps un leader national. Quand l'entreprise connaît une période très difficile avec des pertes considérables justement pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Et ce rachat lui permet de doubler son chiffre d'affaires et son effectif. Il devient à l'époque le premier justement groupe mondial du BTP. En 1987, Martin Bouygues est nommé vice-président de Bouygues. Et le 5 septembre 1989, cette date est extrêmement importante pour l'histoire de Bouygues, il occupe le poste de PDG à 37 ans. Il devient ainsi le plus jeune PDG du CAC 40. Martin Bouygues est aussi à l'initiative du lancement de Bouygues Télécom, de LCI en 1994 ou encore de TPS, qui était là pour concurrencer Canal+ à l'époque. Mais c'est en repoussant la tentative de raid de Vincent Bolloré en 1997 qu'il parvient à se faire reconnaître comme digne successeur de son père. Alors on a essayé un petit peu de planter le décor de l'entreprise, car aujourd'hui Bouygues c'est 35 milliards d'euros dans 80 pays et emploie près de 129 000 collaborateurs, dont 62 000 à l'international. Et oui, cocorico quand même. Et récemment, le 18 février 2021, Martin Bouygues annonce son retrait des opérations au profit d'un groupe de 3 hommes. Olivier Roussand, à la direction générale, a cité lui-même de 2 directeurs généraux délégués, Pascal Granger et Édouard Bouygues, qui n'est autre que son fils. Martin Bouygues reste tout de même président du groupe. L'entreprise a participé à une quantité folle de projets, les plus ambitieux les uns que les autres. Pour n'en citer que quelques-uns, ils ont réalisé par exemple l'enceinte de confinement de sarcophage de Tchernobyl, l'Arche de la Défense, ou encore a participé à creuser le tunnel sous la Manche. Ils ont réalisé les plus hautes tours de Singapour, 285 mètres tout de même, quand on sait que la tour Eiffel en fait 300. Ça permet un petit peu de remettre les choses en perspective. On les trouve aussi sur le stade Vélodrome à Marseille, plus proche de chez nous, ou encore la tour First à la Défense, qui reste en France la plus haute, 231 mètres. Il y a tant à dire, et cette liste pourrait encore être longue, tant l'entreprise a participé à de très nombreux projets. Mais bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, et j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en connaître un peu plus sur l'épopée Bouygues. Alors si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Je pourrais faire une vidéo dédiée à certains points, par exemple, ou encore, si tu as d'autres sujets que tu aimerais que l'on aborde, n'hésite pas également à le faire partager. Donc n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et je te dis à la prochaine. À bientôt.